Le Magicien d'Oz est souvent perçu comme un chef-d'œuvre enchanteur du cinéma. Pourtant, derrière ses couleurs vives et ses chansons entraînantes, se cache une histoire de souffrance, d'abus et de danger. Dans cette vidéo, je vais vous exposer tout ce qui a eu lieu sur l'horrible tournage du Magicien d'Oz. En 1938, la MGM se lance dans une ambitieuse adaptation d'un roman jeunesse. Les décors sont gigantesques, le Technicolor flamboyant, les attentes immenses. Mais le chaos commence dès les premiers jours. En premier lieu, il faut savoir que ce film va connaître pas moins de 4 réalisateurs. Richard Thrope est le premier et est viré après seulement 2 semaines. Dès le début, son approche ne plaît pas. Il filme une Dorothy trop glamour, cheveux blonds, maquillage très adulte, le ton est jugé trop sérieux et trop sombre. Après seulement 2 semaines de tournage, les producteurs estiment que le film est en train de rater sa cible. Alors, Richard Thrope est immédiatement remplacé. C'est Cukor qui est appelé à la rescousse pour reprendre le film. Il doit nettoyer les dégâts de Richard Thrope, mais ne reste que quelques jours. Cependant, il a quand même un impact majeur. Il propose de rendre Dorothy plus naturelle. Retour aux cheveux bruns, retour aux tenues de petite fille, maquillage sobre, pas comme le mien, et robe bleue très simple. Il redonne donc une direction plus enfantine au personnage, plus proche du roman original. C'est donc la Dorothy que l'on connaît dans ce film. Cependant, Cukor ne veut pas rester. Il a déjà accepté un autre projet qui est Autant en emporte le vent et doit donc céder à nouveau sa place. Mais il part du tournage en laissant une direction beaucoup plus claire que Richard Thrope. C'est alors au tour de Victor Fleming de prendre la relève. C'est lui qui va réaliser la majorité du film. C'est un réalisateur solide et très apprécié des studios. Il tient le tournage d'une main ferme, parfois trop ferme. En effet, il a la réputation d'être autoritaire, surtout avec Judy Garland, l'actrice qui joue Dorothy. Mais alors que Le Magicien d'Oz est presque terminé, Autant en emporte le vent perd son réalisateur, c'est-à-dire Cukor. MGM, qui favorise Autant en emporte le vent au Magicien d'Oz, demande alors à Fleming de reprendre le travail de Cukor et de céder sa place à un 4e réalisateur pour Le Magicien d'Oz. Il quitte donc Oz en plein post-tournage pour rejoindre le méga projet de MGM. La dernière personne qui va reprendre ce projet est King Vidor. Il termine les dernières scènes, dont certaines des plus iconiques, comme le fameux passage en noir et blanc du début du film et la chanson Over the Rainbow. Il n'est pas crédité à l'époque. Seul Fleming sera crédité sur ce film. Bien que ce tournage a vu défiler pas mal de réalisateurs, Victor Fleming est celui qui a réalisé le film en très grosse partie. C'est donc sous sa direction que toutes les horreurs que je vais vous raconter se sont déroulées. Durant le tournage, Margaret Hamilton, la méchante sorcière de l'Ouest, subit un grave accident. Dans une scène où elle doit disparaître derrière un nuage de feu, la trappe s'ouvre un peu trop tard, ce qui veut dire que le feu l'atteint, malheureusement. Mais cet incident prend une ampleur bien pire car son maquillage était créé à base de cuivre. Et celui-ci s'enflamme, car le cuivre, c'est extrêmement inflammable. Margaret Hamilton se met à hurler. Son visage et ses mains sont brûlés au 3e degré. Elle fut transportée d'urgence à l'hôpital. Cependant, la pauvre Margaret n'est pas la seule victime. Buddy Ebsen, le tout premier homme de fer, s'effondre. Son maquillage à la poudre d'aluminium qu'il respire depuis 10 jours l'empêche de respirer et lui provoque d'affreuses douleurs à la poitrine. Il doit être hospitalisé d'urgence. Il est donc placé en soins intensifs et les médecins lui disent que s'il n'était pas arrivé aussi vite, il en serait mort. Buddy Ebsen ne reviendra jamais sur le plateau de tournage car MGM ne voulait pas attendre qu'il se remette. On en parle du manque d'humanité ou... MGM décidera donc de le remplacer au plus vite par Jack Haley qui héritera d'un costume tout aussi rigide. Et si vous pensez qu'ils ont appris de leurs erreurs, sachez également que Jack Haley héritera d'infections aux yeux causées par le maquillage toujours aussi toxique. De son côté, Buddy Ebsen dira qu'il n'a jamais été mis au courant de son remplacement
et l'aurait appris lui-même via un collègue. À cause de ce maquillage à base d'aluminium, Buddy gardera des séquelles respiratoires toute sa vie. Et si Buddy n'est pas revenu sur le plateau, ce n'est pas le cas de Margaret Hamilton. Elle reviendra, mais refusera catégoriquement de filmer des scènes avec des effets spéciaux, prouvant ainsi toute sa détermination. Ou la pression des studios. Si vous pensiez que j'avais attaqué fort, sachez que la suite est bien pire que ça. Judy Garland est une jeune fille de 16 ans. Elle est douce, timide, parfaite pour incarner Dorothy. Mais pour les producteurs, elle n'est jamais assez mince. Alors, on lui impose un régime. Café noir et soupe claire. Rien d'autre. On oblige donc une jeune fille en pleine croissance à ne pas se nourrir et à trimer toute la journée sur le tournage. Mais ça ne s'arrête pas là. Car forcément, lorsqu'on ne se nourrit pas, nous n'avons pas l'énergie de tenir une journée de tournage. Alors l'équipe a une incroyable idée pour la tenir debout pendant les longues journées de tournage qu'on lui impose. Ils lui donnent des amphétamines. Et comme les amphétamines la tiennent éveillée, elle n'arrive plus à faire des nuits correctes. Donc pour dormir, on lui donne des somnifères. Et là, le cycle est lancé. Elle rit souvent et souvent nerveusement. Un jour, Victor Fleming est tellement agacé par ses rires qu'il se lève et la gifle sur le plateau pour qu'elle se reprenne. Je vous ai dit que Victor était connu pour être dur. Vous pouvez rajouter violent à son CV. Et puis, il y a les Munchkins. Les Munchkins sont les habitants d'une vallée féerique de l'univers, Munchkinland. 120 acteurs sont donc engagés pour remplir ces rôles. Les acteurs des Munchkins sont tous des personnes de petite taille et à cause de cela, l'équipe décide de les entasser dans des chambres d'hôtel. Mais ils étaient également maltraités et mal payés. Ouais, non, l'humanité c'est pas le fort de l'époque, je crois. Même s'ils étaient très maltraités, ces acteurs n'en sont pas pour autant des anges. Les tabloïds de l'époque et des témoins, comme Judy Garland, ont rapporté des soirées d'hôtel très alcoolisées où ils auraient eu des comportements bruyants, désinhibés et parfois totalement incontrôlables. Ce qui avait un impact direct sur tout l'hôtel. Ils ne respectaient rien ni personne. Certains des acteurs des Munchkins sont gentils, d'autres moins. En effet, certains se sont aussi permis des comportements déplacés, du harcèlement envers certains membres de l'équipe, et particulièrement envers Judy Garland. Pour rappel, Judy a 16 ans. Certains Munchkins se sont montrés trop insistants, tentant de la toucher ou de la déranger, notamment en la harcelant sur le plateau ou dans l'hôtel, tentant parfois de soulever sa robe et de la toucher. Elle se sentait prisonnière de ce groupe d'hommes et n'avait aucun support pour se protéger d'eux. Cette rumeur a longtemps été jugée comme exagérée. Personne n'est étonné ici, jusqu'à ce que d'anciens membres du tournage les confirment des années plus tard. Dans ses interviews, Judy minimise ce qu'elle a vécu sur le plateau en le tournant en dérision et préfère les blagues à l'expression des émotions. Ses enfants diront dans une interview qu'elle préférait toujours transformer la réalité en histoire drôle et épique. What did they do? Well, one of them, who was about 40, a gentleman asked me for dinner, and I couldn't say, I don't want to go out. I can't because you're a midget. I just said, no, my mother wouldn't like it. And he, oh, come on, bring your ma too, you know. How big was he? About 2 inches high. Mais en 2018, le récit autobiographique de Sydney Luft, Judy and I, My Life with Judy Garland, est finalement publié. Sydney Luft et Judy sont morts depuis bien longtemps à ce moment-là. Dans ce livre, Sydney explique l'harcèlement sexuel et moral que Judy aurait subi sur le plateau, confirmant les soupçons et affirmations qui avaient déjà été entendus. Judy Garland était déjà une jeune fille fragile, maltraitée par les producteurs et l'industrie. Et ces incidents avec les Munchkins n'ont fait qu'ajouter à son mal-être. L'industrie du cinéma était souvent cloisonnée et dominée par des comportements machistes et autoritaires. Et ce genre d'abus était souvent minimisé ou ignoré par les grandes productions. Mais je ne vous apprends rien. Bert Lahr, le lion, portait un costume fait 100% en véritable peau et fourrure de lion. Oui, littéralement un manteau fait de peau de lion cousu à la main. Ce qui donne une texture réaliste, certes, mais aussi un vrai enfer à porter. Il pèse près de 30 kilos,
Sous les projecteurs brûlants, qui atteignaient parfois jusqu'à 40 degrés dans les studios, Bert Lahr transpirait à torrents. Le costume devenait si trempé de sueur qu'il fallait parfois le faire sécher entre les prises à l'aide d'un séchoir industriel. Lahr avait du mal à respirer. Il était constamment déshydraté et ne bougeait que très difficilement à cause du poids sur ses épaules. Après l'accident avec le maquillage du premier homme de fer, le maquillage a été modifié en une pâte d'aluminium pour Jack Haley. C'est bien mignon, mais c'est toujours aussi toxique. Résultat, Haley a souffert de conjonctivite chronique et devait faire très attention à ne jamais respirer par le nez quand on appliquait le maquillage. En plus de tout ça, le costume en métal rigide l'empêchait de s'asseoir, de marcher normalement ou de se soulager sans aide. Il était immobilisé pendant des heures puisqu'il passait la journée dedans, ce qui entraînait des douleurs musculaires et pas mal d'irritation de la peau à cause de la transpiration. Les singes volants étaient suspendus à des câbles métalliques, censés les faire voler. Mais plusieurs câbles ont cédé durant le tournage, faisant chuter violemment les figurants au sol. Résultat, plusieurs blessés, dont certains qui ont dû arrêter leur participation. Les costumes des singes volants eux-mêmes étaient rigides, lourds et provoquaient des douleurs au dos et aux épaules. Comme vous pouvez le constater, il n'y avait aucun protocole de sécurité. Et les effets spéciaux et le maquillage étaient littéralement dangereux pour la santé. Et certains en ont gardé des traces jusqu'à la fin de leur vie. L'objectif principal était que ça rentre bien à l'écran, quitte à sacrifier la santé des acteurs. Sur le plateau du Magicien d'Oz, les journées n'étaient pas longues. Elles étaient interminables. Les acteurs arrivaient souvent à l'aube et repartaient bien après la tombée de la nuit, parfois après plus de 16 heures de tournage affilé. À cette époque, les syndicats d'acteurs n'avaient pas encore imposé de vraies limites de temps ou de repos. La productivité primait clairement sur la santé. En plus de ça, la chaleur était accablante dans les studios. Les projecteurs à arc, indispensables pour filmer en Technicolor, dégageaient une chaleur insupportable. Le plateau, mal ventilé, se transformait donc en fournaise. Il faisait souvent plus de 40 degrés sous les costumes, parfois davantage. Et il n'y avait pas de climatisation. Aucune porte ouverte. Bert Lahr, qui crevait de chaud sous sa peau de lion, Jack Haley, debout, immobile, sans pouvoir aller aux toilettes, sans pouvoir s'asseoir, se reposer. Judy Garland, qui tournait sans relâche, épuisée, affamée et droguée. L'équipe technique aussi subissait. Des figurants se sont évanouis. Des maquilleurs et des costumiers ont dû quitter le plateau à cause de la chaleur et des vapeurs toxiques. Mais personne n'osait protester. Peut-être avaient-ils tous peur du réalisateur ou des studios. Le Magicien d'Oz était une super production et le moindre retard coûtait une fortune. À cette époque, la santé passait après le spectacle. Et on demandait donc aux acteurs de sourire, de jouer et de briller, même s'ils s'effondraient une fois la caméra éteinte. Pour ceux qui auraient déjà vu le film, souvenez-vous, Dorothy, l'épouvantail, le lion et l'homme de fer blanc traversent un champ de coquelicots enchantés. Et là, une neige tombe alors du ciel pour briser le sort et les réveiller de leur sommeil magique. Cette neige, qui semble si douce, si légère, si poétique, n'est en fait rien d'autre que de l'amiante pure. L'équipe respire, joue et tousse. 30 ans plus tard, on apprendra que l'amiante cause des cancers. Trop tard. Dans les années 30, l'amiante était largement utilisé comme un effet spécial parce qu'il avait des qualités perçues comme idéales pour simuler la neige. Ils ne font pas. Même sous les projecteurs brûlants, il est léger et volatile, ce qui le rendait visuellement très réaliste. C'était un très bon rapport qualité-prix et il était déjà utilisé dans les décorations de Noël à l'époque. Hollywood en avait même fait un standard pour les scènes hivernales. Ce qui rend l'anecdote tragique, c'est qu'en 1938-1939, personne sur le tournage ne savait que l'amiante était dangereux. Il était considéré comme un simple matériau inoffensif et décoratif. Les acteurs ont donc respiré cette neige toxique à plein poumon, sans aucune protection. Aujourd'hui, on sait que l'amiante est extrêmement cancérigène, responsable de maladies comme le cancer du poumon. J'ai beau chercher, je n'ai rien trouvé, et donc, à notre connaissance, les acteurs et l'équipe qui ont été exposés n'ont pas contracté de maladie suite à cela. Mais cette exposition était très dangereuse, car il n'existe absolument aucun seuil d'exposition sans risque à l'amiante.
Cet usage d'amiante révèle deux choses. La méconnaissance scientifique des matériaux utilisés dans le cinéma et la totale absence de normes de sécurité. Aucune ventilation, aucune protection respiratoire, aucun suivi médical, rien du tout. En août 1939, le public découvre Le Magicien d'Oz. C'est un éblouissement. Les critiques s'extasient devant l'imagination du film. Ces décors peints comme des contes, ces chansons devenues des classiques instantanément. Le monde entier fredonne Over the Rainbow, sans se douter que celle qui l'a chantée pleurait en silence derrière les projecteurs. Judy Garland a tout juste 17 ans et devient une icône mondiale. Son sourire est immortalisé sur les affiches. Son visage devient celui de l'innocence et de la magie. Mais ce que personne ne voit, c'est que derrière cette image parfaitement lissée se cache une jeune fille totalement brisée. Car pour fabriquer ce rêve, on a broyé l'humain. On l'a privé de sommeil, on l'a affamée, on l'a médicalisée, sans jamais lui demander si elle allait bien. Ce tournage qu'on présente aujourd'hui comme un classique de l'enfance est en réalité un point de départ d'un long cauchemar. Les médicaments qu'on lui a donnés pour tenir le rythme, elle n'a jamais réussi à s'en passer. Les insomnies, les crises d'angoisse, la fatigue chronique, elles non plus ne l'ont jamais quittée. Pendant que le public s'émerveille devant la cité d'émeraude, Judy, elle, commence à sombrer. Oz l'a propulsée au sommet. Mais à quel prix ? Le Magicien d'Oz reste une œuvre culte, mais son tournage est un rappel glaçant de ce que les studios hollywoodiens étaient prêts à sacrifier. La santé, la dignité, parfois même la vie, pour un peu de rêve en Technicolor. Mais derrière l'écran, personne n'est jamais vraiment sorti indemne du pays d'Oz. Cette vidéo touche donc à sa fin. J'ai beaucoup hésité à vous parler de l'après de Judy Garland car je pense que ça aurait été très intéressant. Mais cette vidéo est sur Le Magicien d'Oz. Je trouvais que ça ne se prêtait pas à l'histoire de Judy. Cependant, si la vie de Judy Garland après Le Magicien d'Oz vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et qui sait, peut-être qu'un jour, j'en ferai une vidéo. C'est la première fois que je fais une vidéo comme celle-ci sur ma chaîne, alors si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, car j'ai d'autres idées qui me trottent dans la tête, d'histoires dans le cinéma que j'aimerais bien partager avec vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Précy et je vous parle de cinéma. D'habitude, je suis beaucoup plus enjouée que ça, mais le sujet ne s'y prêtait pas. Et en attendant la prochaine vidéo, je te dis abonne-toi et restons connectés.